Bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis Rémi Balanguet, le responsable produit d'Ishard. L'objectif de la présentation du jour, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser un outil d'automatisation des tests de sécurité pour valider les protections sur les applications mobiles, et notamment par un cas d'usage, puisqu'on vient de sortir un livre blanc sur la sécurité des applis mobiles bancaires européennes. Donc, je ferai quelques rappels à ce document qui vient de sortir. Et comme je l'ai dit hier aux personnes présentes, si vous voulez plus d'informations sur le livre blanc, on est sur le stand D45, on pourra en discuter un peu plus longuement et expliquer un peu plus la démarche de test qui a été faite là-dessus. Donc aujourd'hui, un peu de contexte avant d'expliquer pourquoi on en vient là pour cette démo. Il y a 3 fraudes sur 5 en ligne qui seraient imputables aux terminaux et aux plateformes mobiles, et 3 applications sur 4 qui permettraient à des attaquants de voler de l'information personnelle ou bancaire par défaut de protection et de sécurité. Et bon, on le verra, malheureusement, les applications bancaires font aussi partie de ce type d'application. Il y a certaines disparités dans le marché européen. Et s'il y a des banques dans la salle, rassurez-vous, on ne cite personne dans cette étude. On est là pour dégager des tendances et des bonnes pratiques. Donc vraiment, là, on va utiliser, donc nous, Ishard, on est spécialisé dans la sécurité des applications mobiles et plus spécialement dans les tests de sécurité. On a aussi une branche sur la partie composants électroniques, mais aujourd'hui, on est vraiment là pour vous présenter comment est-ce qu'on a utilisé notre outil qui s'appelle donc ES-Checker, qui permet à nos clients d'automatiser ces tests. Donc, je vous le fais en très synthétique et puis après, je vous montre l'outil. L'objectif, c'est que nos clients utilisent notre outil SaaS pour uploader leur application, sélectionner une campagne de test, sélectionner les types de protection à tester, et après, on va entièrement automatiser le scénario et leur fournir un rapport leur permettant de mettre en avant les potentielles brèches à combler, les potentielles protections à mettre en place sur tel ou tel type d'attaque. Déjà, dans la salle, parmi vous, est-ce que certains ont des applications mobiles à main levée? Alors, pas sur votre téléphone perso, évidemment, mais est-ce que vous éditez des applications mobiles? Personne? Bon, donc là, je vais parler aux consommateurs que vous êtes. Est-ce que vous avez des applications mobiles sur vos téléphones? Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de se rendre compte aussi qu'il y a plein de choses sur le marché et qu'il y a des potentiels risques partout. Bon, ça, je pense que vous le saviez, vous ne seriez pas là sinon. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'un potentiel attaquant peut s'intéresser à une application mobile lors d'une attaque? On s'en rend compte, c'est un marché, l'application mobile, dans le secteur de la protection, qui est relativement nouveau. C'est-à-dire que quand on va parler à des personnes qui sont en charge de la sécurité dans les organisations, on va bien évidemment parler de la sécurité du back-end, des API, de la web app, tout ça c'est une évidence. Mais aller sécuriser l'application mobile en elle-même, bah, c'est un peu souvent la dernière roue du carrosse. On dit, mais c'est bon, mon back-end, il est très sécurisé, l'application mobile, elle ne fait qu'afficher de l'information, c'est pas très important. Malgré tout, elle affiche de l'information, elle stocke de l'information, elle peut mal stocker cette information. Donc c'est pour ça que c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour aller mieux comprendre comment fonctionne l'application. On a vu des cas plus ou moins récemment, mais dans les 2-3 dernières années, d'applications qui, par défaut de protection, se sont fait reverse par des hackers. Ils ont récupéré le code, ils ont compris comment ça fonctionnait, ils ont modifié ce qui les embêtait dans l'application, notamment la partie paiement et la partie paywall, et ils ont redistribué l'application en mode complètement free sur un store alternatif. Et là, ben voilà, par manque de protection, en fait, justement, l'application s'est fait bypasser par un concurrent gratuit qui est sa propre application reverse. Donc, être en capacité de bien protéger son application, notamment contre le reverse engineering, ça permet aussi de pérenniser son business model derrière. Donc, on verra les différentes techniques de test lors de cette démo. Donc, un attaquant, il va pouvoir s'intéresser à l'application parce qu'évidemment, il va pouvoir trouver des vulnérabilités dans le système, comprendre comment le système d'API fonctionne, les authentifications. Il y a plein de choses à comprendre. Si ce n'est pas du tout sécurisé, c'est vraiment une porte ouverte pour comprendre comment le système global fonctionne. Avec des attaques de type man in the middle aussi, on peut changer le comportement de l'application. On peut extraire des données. Aujourd'hui, je ne sais pas si sur votre application bancaire c'est le cas, mais de plus en plus, on a les informations des cartes, des cartes bancaires des applications, et vous avez accès également au code PIN de votre carte directement dans l'application en clair. Je ne sais pas si certains ont ce type d'application bancaire. Moi, je ne l'ai pas, mais certains de mes collègues l'ont. Et effectivement, à un certain moment, quand on fait show PIN code, on a le code PIN de la carte bancaire directement en lecture dans l'application. Donc ça, si cette application-là n'est pas correctement protégée,
c'est des types d'informations très critiques qui sont quand même exposées, a priori en clair dans l'application quelque part. Donc, il faut être certain que personne ne puisse pouvoir accéder à ce type d'informations en remote. Donc récupérer évidemment des données personnelles, ça maintenant avec le RGPD, tout le monde en a quand même conscience. Et aussi pouvoir éventuellement compromettre des fonctionnalités critiques de paiement, d'authentification, etc. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les applications mobiles, c'est quand même des mines d'informations technologiques. Il y a énormément de choses qui sont dedans et sous prétexte que les applications nous permettent de faire des choses technologiquement de plus en plus avancées, il faut aussi qu'on se mette à niveau d'un point de vue de protection parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé sur notre stand qui nous l'a dit. Aujourd'hui, moi, je perds mon téléphone, je perds ma vie, j'ai tout dessus, j'ai toutes mes applications, j'ai toutes mes infos perso, j'ai toutes mes informations bancaires et c'est une réalité. Et je pense que tout le monde dans la salle, on se sent concerné par ce type de risque potentiel. Donc, on a fait une étude sur 120 applications mobiles bancaires européennes. Je vous explique le modus operandi. On a récupéré tous les APK qui sont disponibles sur les stores, donc les binaires. La façon dont fonctionne cet outil, c'est qu'on se base directement sur le binaire et pas sur le code source. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qu'une personne potentiellement mal intentionnée pourrait faire avec le binaire, qui est une ressource qui est publiquement disponible, que n'importe qui peut récupérer sans trop de difficultés sur les stores. Et l'objectif, c'est de voir, en décompilant cet APK, ce binaire, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Est-ce qu'il y a des choses, des mauvaises pratiques de code, des types de fonctions, des types d'API qui sont utilisés, qui sont un peu à l'ancienne, qui ne sont pas forcément très recommandés pour tel ou tel type d'usage. On va mettre en avant ces mauvaises pratiques de code pour essayer de faire monter en compétence la qualité de code d'un point de vue sécurité. Donc ça, c'est sur la version vraiment très statique. Et sur la version dynamique, donc c'est là où ça va nous intéresser, c'est qu'on va aller installer automatiquement l'application sur des téléphones et on va faire une série d'attaques. On va un peu maltraiter l'application et voir comment est-ce qu'elle réagit. L'application, elle peut réagir de différentes manières. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce type de comportement, mais l'application, quand elle est dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas trop, elle peut soit rien faire, malheureusement. Par exemple, si on est sur un téléphone routé ou des choses comme ça, l'application peut dire moi, je n'accepte pas d'être utilisé sur un téléphone routé parce que c'est un téléphone qui a des privilèges que je n'accepte pas de lui laisser. Donc, je crache. J'informe l'utilisateur, j'en bloque l'usage en disant si vous voulez utiliser l'application X, il faut que vous mettiez à jour votre OS et que vous reveniez à une version d'Android, on va dire, officielle. Donc ça, c'est les types de protection que les applications peuvent déclencher pour justement se prémunir de ce type d'attaque-là. Donc on a joué ces scénarios-là, ces différentes attaques automatisées sur notre flotte de téléphones, et on a sorti un rapport qui nous a permis de dégager les tendances que je vais partager avec vous. Donc là, j'ai passé sur une démo en espérant que ça fonctionne bien. Donc la première chose à faire lorsqu'on va faire ces scénarios de démo automatisés, ça va être d'enregistrer un scénario de test. C'est-à-dire que quand on va tester les protections des applications mobiles lors de tests dynamiques, on va dire qu'il y a un peu deux écoles. Il y a soit on installe l'application, on va dire il y a trois écoles. Il y a déjà, est-ce qu'on utilise des émulateurs ou est-ce qu'on utilise des vrais devices? Donc ma recommandation, c'est évidemment toujours d'utiliser de vrais devices parce qu'une application qui est correctement protégée ne se laissera même pas tester sur un émulateur. Donc tous les tests seraient biaisés d'entrée. Donc s'il vous plaît, utilisez des vrais devices. Et oui, donc après la deuxième école, c'est on installe l'application et on fait les tests directement sur le splash screen. Sauf que les protections ne sont pas toujours déclenchées au lancement de l'application. Elles sont déclenchées au moment du login, au moment de tel ou tel formulaire un peu plus sensible ou un petit peu plus loin dans le scénario de navigation. Donc là aussi, l'objectif, ça va être dans un premier temps d'aller guider le moteur de test dans les écrans critiques à tester pour nous assurer qu'on va aller tester la détection de route au bon endroit, qu'on va aller tester la protection contre l'injection de code au bon endroit. Parce qu'évidemment, si on le fait sur le splash screen et que les protections n'y sont pas, il y aura du rouge partout, mais sauf que c'est normal puisque ces écrans ne sont pas supposés être protégés. Donc l'objectif, c'est d'aller vraiment dans un scénario d'usage complet. Donc là, pour ce scénario-là, vous remarquerez que ce n'est pas une appli bancaire, j'ai juste pris une vidéo qu'on a enregistrée, mais l'objectif, c'est que vous compreniez que dans cette démarche de qualification de la campagne de sécurité, on va aller guider l'automate dans les différents écrans à tester. Donc là, en fait, on va directement depuis notre outil lancer l'application sur un téléphone distant, donc un vrai téléphone, je le répète. Et vous voyez, donc l'application se lance, vous voyez la petite croix au centre, et on va
naviguer dans l'application comme si on avait le téléphone dans la main. Et au bout d'un moment, on va aller cliquer à droite sur le bouton Trigger the Attack en disant c'est à ce moment-là que je veux faire la tentative d'injection de code. Et après, je continue mon scénario. Donc là, je le fais très simplement sur un scénario de jeu où je suis en train de lamentablement perdre. Mais l'objectif, c'est que sur une application bancaire, par exemple, vous y alliez jusqu'au formulaire de login, jusqu'au formulaire de registration, par exemple, et de voir comment ça se comporte à ce moment-là quand vous allez cliquer sur Submit. Donc, a priori, quand l'application est en train de communiquer avec le backend, de voir comment est-ce que ça se comporte. Est-ce que la protection qui est supposée être déclenchée à ce moment critique de la transaction d'information, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc ça, c'est la première étape, être en capacité de fournir un scénario de test de qualité. Ça, c'est un peu plus contraignant que si on le lançait de façon 100% automatique, mais ça permet une qualité de rapport beaucoup plus importante, évidemment. Donc, une fois qu'on fait tourner le test, pour faire tourner un test d'une centaine de... Pardon, pour faire tourner une campagne d'une centaine de tests, il faut compter une trentaine de minutes. Sur la partie statique, c'est relativement rapide. Sur la partie dynamique, évidemment, on doit rejouer encore et encore le scénario que je viens de vous montrer. Là, il faisait 17 secondes, mais en réalité, c'est quand même plusieurs minutes quand on va sur les différents écrans. Donc, c'est pour être en capacité de finaliser tout ça. Et après, au bout d'une trentaine de minutes, on sort un rapport complet. Et là encore, vous êtes familier avec OWASP dans la salle? Ouais. Quelques-uns, très bien. Donc, juste, je vais vraiment vulgariser là-dessus. OWASP, ça permet de guider les développeurs et les personnes en charge de la sécurité dans la définition de la politique de sécurité dans l'organisation, en disant, mais moi, je vais être, en fonction de mon organisation, en fonction des fonctionnalités de l'application et en fonction des types de données que mon application manipule, je veux être soit très bien protégé, donc c'est le L2+R que vous avez sur la gauche, ou alors des trucs plutôt standards, le L1 à droite. Donc il y a 3 niveaux qui sont L1, L2 et R, et les combinaisons des 3 font les 4 niveaux que vous avez à l'écran. Et donc ça va permettre de définir cette politique de sécurité, et après l'OWASP va fournir des scénarios de test, donc on appelle le MSTG. Là aussi, je ne vais pas aller trop loin, si ça vous intéresse, on pourra en reparler après, mais ça permet d'aider les organisations à être guidées dans quel type de test je dois faire pour être en phase avec cette politique de sécurité. Donc là, j'ai pris une application qui est volontairement mal protégée pour vous montrer le résultat d'un rapport. Donc, en fait, l'attaque en elle-même, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton lancer la campagne d'attaque, tout se passe dans le bac chez nous, et au bout de 30 minutes, on vous sort le rapport. Donc, il n'y a pas de suivi en direct de ce qui se passe. Par contre, vous avez, une fois que tout est terminé, des replays vidéo de toutes les attaques pour vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé et être en capacité d'aller apporter un œil humain à l'analyse automatisée pour aller confirmer ou pas le résultat et éventuellement pour aller le modifier si vous estimez qu'il y a un faux positif ou un faux négatif. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce type de test. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a plusieurs types d'attaques, des tests de route. Donc, vous avez le replay vidéo que j'aurais dû charger avant. Non, ça va aller. Et en fait, donc là, on lance l'application et en fait, on se rend compte qu'il ne se passe rien du tout. Alors, je ne suis pas allé très loin dans le scénario de test. Dans celui d'après, ça sera un petit peu mieux. On voit qu'il ne se passe rien du tout. L'application se lance sur un téléphone routé. Elle déclenche aucune protection. L'utilisateur n'est pas informé. Donc, c'est un fail puisque, a priori, l'application était censée déclencher quelque chose. Ça, c'est sur le téléphone routé, mais on a également des tests qui permettent donc d'injecter du code. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Frida, mais c'est un outil qui permet quand même de faire beaucoup de choses, notamment dans la manipulation des applications mobiles, et ça peut évidemment servir à faire de l'injection de code. Et là, dans ce test-là, notre objectif, c'est d'aller injecter une image dans l'application et de voir est-ce que l'application, 1, le détecte, et 2, réagit. Donc, je vais avancer un tout petit peu parce que c'est sur la fin. Donc, vous me voyez venir parce qu'à droite, vous voyez le statut qui est en failure, mais au bout d'un moment, l'application va subir donc cette image. Elle est injectée dans l'application. L'application ne réagit pas, ne crache pas, n'informe pas. Donc, évidemment, là, c'est entre guillemets grotesque parce que c'est en front, mais l'objectif, c'est que l'injection de code soit cachée, que ça ne se voit pas et que l'utilisateur, à son insu, se passe quelque chose. Donc là, on voit que cette application est... alors, c'est une application faite en très peu de technologie derrière et pas d'informations sensibles, donc c'est normal que ce ne soit pas protégé, mais on va aller voir maintenant des applications qui sont très bien protégées, parce qu'évidemment, il y en a, et heureusement. Donc ça, c'est une application bancaire de Singapour, et sur les types de tests, on va dire, d'injection de code, là, pour le coup, elle passe tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle détecte cette potentielle menace, elle va aller informer l'utilisateur, elle va bloquer l'usage.
Et on se rend compte, donc vous voyez ici, que tous les tests sont en success. Et on va les regarder. Je ne sais pas, celui-ci par exemple. Donc on met le replay vidéo pour que vous voyez le scénario global, pour vraiment voir la réaction dans son contexte global. Donc là, on fait le replay vidéo. Donc l'application se lance. L'automate joue le scénario qu'on a enregistré précédemment. Il va aller passer d'écran en écran, etc. Et au bout d'un moment, quand on va tenter l'injection de code, l'application va déclencher son mécanisme de protection et va en bloquer l'usage. On ne va pas tarder à arriver. Hop. Voilà, quand on arrive sur cet écran, logiquement, c'est là que les données sensibles sont supposées arriver. Tac, voilà. Donc, threat detected. Donc là, eux, ils utilisent Vigard comme outil de protection. Donc là, Vigard est correctement configuré. Ils ont détecté la menace. Quelque chose d'anormal est en train de se passer sur l'application. J'en bloque l'usage, j'informe l'utilisateur. Et donc, à droite, vous voyez les pastilles success. La protection a correctement pu être testée et détectée. Et donc, a priori, c'est OK. Donc, l'objectif de ce type d'outil MAST, c'est qu'évidemment, on peut faire des audits manuels comme je suis en train de le faire là. Mais l'objectif, c'est aussi de l'intégrer dans le cycle de développement de l'application. C'est qu'à chaque fois que les équipes de développement ont une nouvelle version de l'application, même interne, un nouveau build qui pourrait être installé sur un téléphone, dès que ce build est prêt, on peut faire tourner ce type de protection pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression. Parce qu'évidemment, il y a des régressions fonctionnelles à chaque release dans toutes les boîtes du monde, mais les régressions dans les protections, il y en a aussi parce qu'il y a des nouveaux écrans, parce qu'on a changé la façon dont on appelle telle ou telle méthode, et qu'on se rend compte que la détection du root, on l'a fait 15 secondes trop tard par rapport à avant, ou on l'a fait sur un écran qui n'existe plus. Et en fait, ça permet de valider que des tests qui étaient en success précédemment ne passent pas dans le fail. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, on a testé des milliers et des milliers d'applications depuis des mois. Il n'y en a aucune qui passe 100% des tests, puisque, on va dire, un peu comme partout, c'est une gestion du risque. C'est comprendre c'est quoi mon état actuel, qu'est-ce que j'accepte comme risque potentiel, et c'est juste s'assurer qu'à chaque nouvelle release, je n'ai pas de bugs supplémentaires dans les protections. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'avoir une vue one-shot de temps en temps, mais bien évidemment d'automatiser ces tests pour un peu que tout le monde soit à l'aise avec le fait que chaque nouvelle release a au moins le même niveau de protection que la release passée. Et sur les détections de route, celle-ci également, hop, donc c'est la même application qui est correctement configurée. Et on voit celle-ci, par exemple, donc elle a là aussi une détection qui dit eh ben, votre téléphone n'est pas sécurisé, on a détecté qu'il était routé, donc on vous en interdit l'usage, ça c'est OK. Mais par contre, on voit qu'il y a certains tests, si je remonte un peu plus haut, qui sont en fail. C'est-à-dire que là, a priori, l'application fait qu'une partie du job, qu'une partie de la détection. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça permet de voir le niveau de progression qui reste à atteindre pour avoir une couverture complète du test. Et donc là, si on prend le replay vidéo, je vais aller un peu plus loin. Logiquement, en fait, on va au bout du scénario. On va au bout du scénario de test sans que l'utilisateur soit informé de la menace. Bon, la vidéo ne se lance pas, mais je vous demande de me croire sur parole. On arrive au bout du scénario de test, le message informatif n'est pas déclenché, donc a priori, sur ces types de détection-là, sur ces types de tests, il y aurait quelque chose à faire pour s'assurer que c'est déclenché comme les autres. Donc voilà, ça permet vraiment à une organisation de se rendre compte de ce qui reste à faire pour atteindre le potentiel 100%. Et enfin, le dernier type de rapport que je voulais vous montrer, qui permet d'aller garder un œil sur ce type de menaces, en tout cas de risques dans les protections, c'est tout à l'heure je parlais de WASP, c'est quand même un standard qui devient de... Alors je crois qu'ils n'aiment pas trop quand on dit standard, mais c'est une... on va quand même dire standard entre nous, c'est pas très grave, mais c'est quand même un standard qui permet à tout le monde d'avoir une vue globale sur, ok, j'ai N scénarios de test, combien j'en passe, et par rapport à mes releases précédentes, est-ce que j'en ai en plus ou est-ce que j'en ai en moins, et ça permet aussi de comparer. Si vous êtes dans une organisation où il y a beaucoup d'applications, ça permet d'aller quand même valider que toutes les applications de l'organisation respectent la même politique de sécurité. Donc si je reprends le white paper, maintenant que vous comprenez comment l'outil fonctionne, donc je le répète, on installe l'application sur notre outil SaaS, on enregistre le scénario de démo pour aller tester les écrans critiques, on lance des tests automatisés, et après on va récupérer les résultats pour voir si les protections sont correctement déclenchées et s'il y a des bonnes pratiques de code d'un point de vue sécurité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, un point important, il n'y a aucune des applications qui ne remplissent a priori les critères du niveau de sécurité le plus important recommandé par l'OWASP.
Il y a un des pays quand même qui se détache de ce panorama, c'est le UK, qu'on a quand même gardé dans le panorama européen pour avoir un pays un peu en avance. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a quand même d'énormes disparités. Typiquement, on va dire en moyenne, la France fait partie des mauvais élèves. Par contre, quand on regarde vraiment dans le panorama français, il y a quand même une énorme disparité avec des applications qui sont pas bien protégées et des applications qui sont très bien protégées. Donc on a malgré tout des leaders en France qui font des choses très intéressantes et qui sont en avance par rapport au marché, mais de façon plus globale, la France est un marché encore peu mature là-dessus. Ce que je disais tout à l'heure sur mon back-end est déjà protégé, mon application mobile ne mérite pas d'être protégée. On l'a aussi entendu sur ce type de rencontre-là. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui fait son chemin et de plus en plus, les organisations y viennent. Et pourquoi est-ce que c'est important de tester tout ça? C'est parce qu'en tant qu'éditeur d'applications mobiles, vous éditez l'application pour vos clients qui, a priori, ont des téléphones normaux. Donc, ce sont des utilisateurs bienveillants qui ont un utilisage normal sur un terminal normal. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe qui peut récupérer l'application, peut l'installer sur des téléphones qui ont des comportements anormaux, peut la reverse, la modifier sur les téléphones anormaux. Et donc, il faut aussi que vous preniez ces cas d'usage dans votre façon de développer et de sécuriser, parce que c'est évidemment pas la majorité des usages, mais c'est ceux qui vont faire le plus mal. Donc, dans la façon d'aller sécuriser tout ça, dans la façon de mettre en avant votre politique de sécurité, pour les utilisateurs finaux, c'est important de pouvoir protéger tout ça. Donc, tout ça, hop, je le passe, j'en ai déjà parlé. Donc, les résultats de l'étude. Donc, les deux axes sont relativement simples à lire. Sur l'axe des abscisses, vous avez donc la couche de résilience. Donc, est-ce que les applications sont correctement protégées face au reverse engineering, si je dois synthétiser. Et dans l'axe des ordonnées, c'est plutôt les bonnes pratiques de code. Donc, on voit quand même qu'il y a une grosse tendance à d'abord sécuriser le code. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'applications qui sont dans le haut du cadran. C'est la première étape et c'est relativement normal. Et après, petit à petit, les applications vont migrer vers la droite avec des politiques de sécurité un peu plus importantes dans la protection face au reverse engineering. Donc ça, on voit, si on se revoit l'année prochaine, il y aura, j'espère, beaucoup plus d'applications qui vont migrer en haut à droite pour essayer au maximum d'aller remplir ces critères recommandés par l'OWASP. Donc on voit qu'il y a quand même seulement 4 applications qui sont parmi les leaders. Il y a une française dedans, me semble-t-il. Et donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le focus. On voit qu'il y a quand même, en moyenne, tout le monde est relativement au même endroit. Donc la maturité européenne est en moyenne sensiblement la même. Mais effectivement, quand on voit tout à l'heure, quand on éclate banque à banque, il y a quand même des leaders et il y a quand même des applications qui sont largement en retard. Et pour terminer, quelques chiffres sur les types de réactions et les types de protection. Donc, on a fait une étude sur, donc on a lancé plus de 100 tests sur plus de 120 applications, donc ça fait quand même pas mal de data à récupérer. Et quand on regarde les deux grands types d'attaques dynamiques que l'on peut faire sur ces applications, donc ce sont les détections des téléphones routés et on va dire l'injection de code, le code tampering. Là, on voit que, je ne sais pas, c'est un peu petit pour lire sur l'écran, mais vous voyez quand même la présence massive de la barre rouge qui indique un manque de protection et un manque de réaction. On voit que c'est quand même la quasi intégralité des applications qui ne font rien du tout, qui ne détectent pas et qui ne réagissent pas et donc qui ne protègent pas leurs utilisateurs sur ce type d'usage. Et je m'arrêterai là. Merci à tous. Merci et bravo pour votre présentation. Nous allons passer au temps des questions-réponses. J'ai un micro si vous souhaitez prendre la parole, éclaircir des points ou tout simplement poser votre question. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais juste une petite question concernant les MDM et leur intégration avec votre outil. Est-ce que ça concerne déjà eShard que les applications bancaires? On a vu que non, mais comment on peut déployer eShard dans un environnement entre guillemets professionnel sur des applications métiers faites en interne? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça pose des limitations? Alors, ça ne pose pas de limitation. Donc, effectivement, notre outil peut être utilisé par n'importe quel type d'industrie. On a fait un focus ici sur les apps bancaires, mais on a des clients dans à peu près toutes les verticales qui existent. Et ça s'intègre bien. On travaille notamment, on a des partenariats avec des sociétés qui font notamment du MTD plus que du MDM et qui vont justement utiliser, parce que tout ce qu'on fait là est disponible via API,
Donc en fait, on va pouvoir aller détecter les applications présentes sur les téléphones et aller solliciter nos API pour aller les tester, pour aller potentiellement relever des risques. Parce que chacun des tests, donc j'ai pas tout passé, mais chacun des tests a son degré de sévérité, a sa qualification CVSS, qui permet de donner aussi des informations complémentaires. Et donc ça permet justement d'être un plus, d'être un complément à ce qu'un outil MTD pourrait faire. D'accord, donc si on voudrait tester l'application, on pourrait très rapidement déployer eShard sur des téléphones, c'est possible? Alors, ce n'est pas sur des téléphones, c'est un outil SaaS qui est disponible en API. Donc, en fait, nous, on a besoin de l'APK en entrée, l'APK ou l'IPA. Aujourd'hui, on a fait un focus sur Android, mais on a les deux. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on nous liste les applications à tester et qu'on nous fournisse l'APK ou qu'on aille le chercher d'une manière directe ou indirecte, peu importe, pour qu'on puisse après retourner les résultats de l'étude. Mais on peut en parler si vous voulez après, sans problème. Je vois que ça cogite un peu, avec plaisir. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un qui voudrait intervenir? Attendez, je vais faire le tour. Tenez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de souscrire à vos services et tester les applications de n'importe quelle entreprise? Ça pose pas de problème légal? Alors, ça ne pose pas de problème légal. Dans les conditions d'utilisation, il y a évidemment des conditions qui disent que vous devez être propriétaire de l'application et tout ça. Par contre, ça reste un outil qui automatise des tests qui sont faisables à la main. Donc, en fait, il n'y a pas de secret industriel dans la façon. Nous, en fait, on automatise des tâches que vous pourriez faire manuellement. Tout à l'heure, j'ai cité Frida. N'importe qui a accès à Frida, qui est un outil libre, pourrait utiliser ça. Merci. Mais je suis d'accord, c'est soumis à l'acceptation de CGU de l'outil. Oui, j'ai une autre question ici à gauche. Est-ce que, en fonction de la sévérité que vous allez lister dans vos tests, vous avez aussi des pistes de solutions que vous amenez et donc du coup, si elles sont vraiment critiques, solutions et temps d'implémentation également? Alors, on propose effectivement des pistes d'amélioration, notamment il manque des protections. On explique pourquoi est-ce qu'il faut. Déjà, on explique le comment, mais on explique aussi le pourquoi. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un outil qui est à destination à la fois du public développeur et du public sécurité. Donc, c'est deux populations qui doivent se rencontrer là-dessus. Donc, on va expliquer le risque, on va expliquer pourquoi c'est important de corriger ce problème-là, d'être protégé contre tel type d'attaque. Donc, un peu de pédagogie. Et pour certains tests, quand c'est possible, d'automatiser la recommandation, d'expliquer, vous utilisez SHA-1, MD5, peu importe, utilisez plutôt tel ou tel type de fonction pour, si jamais vous les utilisez pour faire... Donc, c'est l'objectif, ouais. Les recommandations sont contextualisées. Une dernière question, quelqu'un? Non, eh bien, du coup, je vous invite à retrouver Monsieur Balanguet sur le stand D45. C'est ça. Et quant à la sortie, vous pouvez la faire sur la droite, s'il vous plaît. Merci de votre présence. Merci à tous. De votre participation sur ce forum.